Bonjour, bienvenue dans cette session SaaS Forward. Alors je suis avec SaaS, on va vous parler d'automatiser l'analytique avec la Power Platform. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est de bien comprendre comment on peut utiliser l'analytique et le mettre en action avec des applications qu'on va pouvoir développer. On va rentrer dans le détail de ces sujets et pour cela, je suis accompagné donc, de Mathias Koopman. Mathias, je te laisse te présenter. Et juste avant, effectivement, je me présente également. Donc, je suis Patrick Millard, je suis Partner Technologie stratégiste. Et donc, je fais partie des équipes qui s'occupent du partenariat, dont SaaS fait partie également. Ça, Oui, merci Patrick, merci d'avoir nous invités ici. Donc moi je suis Mathias Koopman, je suis chez SAS, je gère une équipe de data scientists et data architectes qui travaillent à travers toute l'Europe. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la société SAS, bien sûr, elle a été fondée déjà il y a bien 40 ans. Elle est née dans le monde analytique. Et comme vous pouvez voir sur ce slide, pour nous, ce qui est important, c'est le résultat final de l'analyse, de l'analytique. Donc, il ne suffit pas de faire juste des analyses. On a toute une plateforme pour pouvoir répondre aux questions métiers qui, à la fin, mènent à ce qu'on appelle une décision. Et pour ça, on a toute cette boucle, on appelle ça l'analytical life cycle. Donc, pour commencer des données brutes, on a toutes les possibilités, les capacités de transformer la donnée brute pour faire la qualité de données, pour ensuite faire de la modélisation analytique, donc d'appliquer toutes sortes d'analyses, de modèles statistiques et autres. Et à la fin, ce qu'on appelle model ops, c'est de rendre ce modèle, ce qui sort de l'analytique, dans une application opérationnelle qui mène à faire une décision. Et une décision, ça pourrait être un CEO, un dirigeant d'entreprise qui regarde son tableau de bord et qui prend une décision, mais aussi bien, et de plus en plus, c'est des décisions qui se font automatiquement par un logiciel qui reçoit une donnée et qui doit prendre une décision, comme par exemple d'envoyer un coupon à un client ou de changer un banner sur un site web ou de flaguer une transaction comme fraudulente parmi un grand nombre de transactions. Donc tout ça, ce sont des décisions, soit manuelles, soit automatiques, mais de plus en plus, ça devient des décisions qui se font automatiques par la machine. d'accord. Merci Mathias. Alors juste pour rentrer un petit peu aussi dans ce partenariat qu'on a ensemble, en fait, comme tu l'as dit, SaaS a plus de 40 ans. Aujourd'hui, on a un partenariat ensemble. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Alors, donc SaaS a déjà là depuis 40 ans, mais les dernières années, on a totalement transformé cette plateforme SaaS, cette architecture est devenue une architecture cloud native qui est fortement intégrée dans la plateforme Azure. Elle repose sur beaucoup de composants Azure, on va en parler plus tard, mais donc l'idée c'est que, comme vous voyez sur ce slide-là, donc SaaS Viya, qui est la dernière version de SaaS, repose sur des services majeurs de Azure pour son fonctionnement. Notamment, cette plateforme elle est délivrée en container, comme elle est cloud native, elle est composée de microservices, et donc les containers, on a besoin du service de Azure Kubernetes Service pour le rendre cloud native et assurer la haute disponibilité, l'élasticité et toutes les caractéristiques de cloud que nos clients bénéficient. Et donc, non seulement la cloud Azure, mais comme vous pouvez voir, la Power Platform, la raison pour laquelle ici aujourd'hui, mais aussi donc le Cloud Dynamics 365 pour lesquels ça se développe des solutions métiers bien spécifiques et les intégrer dans l'application Dynamics. Oui, moi je trouve ça formidable en fait quand je vois en fait le nombre de services avec lesquels vous vous êtes intégrés. Du coup, c'est vrai qu'on comprend bien l'intérêt d'avoir été dans le cloud. En fait, c'est pouvoir accéder à beaucoup de données, donc tout mettre dans un data lake et de pouvoir l'utiliser de façon assez agile. Je trouve que c'est assez intéressant. Donc c'est vrai que c'était important de souligner le travail que vous avez fait. Comme tu l'as dit, en fait, hein, containeriser votre application cœur de métier qui est Viya, la mettre dans AKS et pouvoir justement avoir de la puissance à la demande pour pouvoir créer tous ces modèles. Donc c'est vrai que c'est une super infrastructure et donc du coup on voit qu'effectivement il y a plein de modules et que du coup on va pouvoir aller agencer, donc créer son modèle sur cette plateforme Azure et ensuite pouvoir aller la consommer. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est assez important parce qu'on se pose souvent des questions en termes d'organisation des entreprises. C'est je vais pouvoir faire de l'IA, je veux pouvoir créer des modèles.
Et en fait, beaucoup en fait, sont encore à comment je vais pouvoir l'exploiter ce modèle. C'est vrai que avoir un modèle parfait, il va toujours évoluer, mais ensuite, une fois qu'on veut le mettre en œuvre, c'est là qu'on va avoir des complications. Et c'est ce qu'on veut essayer de résoudre avec effectivement ce travail qu'on a pu faire en commun. C'est aller intégrer Vaia dans Azure, et de cette intégration-là, pouvoir aller complètement consommer différents services et de pouvoir aller s'étendre. Et c'est là où on va pouvoir utiliser la Power Platform pour la suite. Et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et je crois que c'est important de noter que pour avoir cette intégration, il y a les équipes engineering de SAS et de Microsoft qui ont collaboré ensemble, qui vont au-delà de juste les single sign-on et la sécurité, mais donc qui sont arrivés à intégrer aussi bien les composants analytiques pour pouvoir donner cette plateforme uniforme de collaboration pour les analystes, pour les data scientists, les citizen data scientists. Donc, peu importe le profil de l'utilisateur, pour rendre cette expérience pour l'utilisateur final le plus transparent possible. L'idée, c'est qu'il y a bien sûr des analytics de SaaS, il y a des analytics dans Azure, il y a Azure Machine Learning, il y a beaucoup de capabilités là aussi pour les analystes, mais on ne veut pas faire... Typiquement, le data scientist, il a son outil, il aime bien appliquer un outil dans certaines conditions, dans d'autres, il aimerait peut-être un autre outil. L'avantage, c'est qu'il y a la collaboration entre les différents utilisateurs. Ils peuvent s'échanger non seulement les données, mais aussi les algorithmes, les modèles peuvent s'échanger, peuvent être gérés de la même façon. Donc, peu importe l'origine du modèle, on va essayer de le rendre dans un life cycle, le modèle, et pouvoir l'améliorer, le mettre à jour, le monitorer. Et peu importe son origine, l'idée, c'est qu'ils sont traités de la même façon et intégrés dans cette plateforme pour pouvoir les exécuter dans des applications opérationnelles qui, encore une fois, mènent à une décision, ce qui, bien sûr, est le but final de cette analyse. Oui. Complètement. Et puis, alors, merci de l'avoir mentionné. C'est vrai qu'on peut se dire, on a aussi nos propres solutions d'analytique et on dit, finalement, est-ce qu'on n'est pas en compétition? Donc, tu as soulevé le sujet. Je vais juste en toucher un mot, en fait. C'est de se dire, finalement, que je construise mon modèle avec Azure Machine Learning ou avec Vaia, je peux avoir besoin de gérer mes modèles. Et en fait, l'ouverture et le travail qu'on a fait ensemble est assez intéressant parce que du coup, on peut manager des modèles Vaia directement depuis Azure Machine Learning et on peut manager des modèles Machine Learning dans Vaia. Donc c'est là où on voit en fait le travail qu'on a fait ensemble et accepter en fait que on a des utilisateurs des fois qui sont plus spécialisés sur Vaia ou sur de l'open source et en fait on peut réussir à les faire travailler ensemble. J'ai bien aimé aussi cette ouverture avec SAS. Je crois que d'être ouvert à un maximum d'utilisateurs, non seulement par qu'est-ce qu'ils préfèrent d'avoir un langage open source, de faire de la programmation, ou certains utilisateurs préfèrent une interface graphique avec des assistants, avec des systèmes, des smart wizards qui peuvent faire des bonnes recommandations de meilleure utilisation. Donc je pense qu'il y a toutes sortes de profils, il n'y a pas une approche qui est la meilleure. Je pense que tout le monde gagne quand il y a une multitude de possibilités et dépendant du cas d'usage ou du profil ou de la meilleure façon, il y a des best practices et il y a l'intégration, je pense, aide à un maximum de possibilités et d'intégration possible. Super. Je te propose de zoomer dans la Power Platform. Oui. Donc, du coup, on a expliqué un petit peu comment on pouvait s'intégrer. Et là, en fait, l'idée, c'est de rentrer un tout petit peu plus dans le détail technique de comment on intègre en fait, un modèle Vaia avec la Power Platform. Alors, ce que vous voyez ici, à votre gauche, c'est ce qu'on appelle un SaaS Decision Flow. Et un Decision Flow, c'est une combinaison de règles métiers avec ce qui sort d'un modèle analytique pour faire du scoring de données. Un score de données, en soi, c'est un peu brut, c'est juste un pourcentage. Par exemple, si on parle de transactions fraudulentes, le score va dire, par exemple, une certaine transaction à 60% d'être fraudulent. Mais 60%, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Ça ne signifie pas grand-chose parce qu'il faut combiner ce pourcentage avec une règle métier qui va dire quelle est l'action à prendre. Et l'action, ça pourrait être, il faut arrêter immédiatement la transaction, ou ça pourrait être, il faut appeler vite la personne qui a fait de la transaction, ou ça pourrait être, non, il faut passer cette donnée, cette transaction à un investigateur qui
regarder un peu plus approfondi qu'est-ce qui s'est passé exactement, qu'est-ce qui a mené à cette transaction, et est-ce qu'elle est, oui ou non, fraudulente. Donc il y a ce règle métier qui va traduire le pourcentage en une action à prendre. Alors, d'avoir les deux ensemble dans un decision flow, ces règles métiers avec le pourcentage qui a fait un scoring analytique sur la transaction, c'est la combinaison des deux qui fait un decision flow. Et de les avoir tous ensemble du côté dans un flow permet d'avoir aussi des règles métiers qui peuvent changer rapidement. Quand le monde change, par exemple, il y a une attaque spécifique, une cyberattaque quelque part, donc on pourra très rapidement changer le règle ou le modèle analytique qui va faire ce decision flow. Alors, vous voyez ici, il y a entre le Decision Flow de SaaS et les Power Apps, il y a donc un REST API code, donc il y a des API faites dans le SaaS Decisioning pour permettre à des Power Apps à s'intégrer facilement et à faire des appels à ce Decision Flow de chez SaaS. SaaS va retourner une valeur qu'après, la Power Apps pourrait l'utiliser dans son logique à lui pour alimenter son application. Et entre les deux, il y a donc le Decisioning Connector qui est une des points d'intégration entre Azure et SaaS, une des multi. On en a plein, mais aujourd'hui, on regarde spécifiquement le monde du Power Apps. Et donc ce modèle permet très bien aux data scientists de bien faire un focus sur son modèle analytique, sur son business rule, donc tout ce qui est du côté métier de ce côté-là. Tandis qu'à l'autre côté, vous voyez le Power Apps, le développeur du Power App, dans son plateforme low-code, no-code, permet de se focaliser sur quelle est son application, quel est le user experience, quelle est la facilité de son utilisation et ainsi de suite. Donc, c'est deux cycles différents de développement, un modèle Ops du côté analytique et un DevOps du côté de l'application Power Apps. Super. Et donc du coup, on va quand même rentrer, on va dire deux mots aussi sur la Power Platform. Parce qu'effectivement, on a expliqué maintenant comment le data scientist pouvait créer ses modèles, pouvait fournir en fait quelque chose à consommer qui va permettre d'ajouter de la valeur de l'analytique en fait dans les applications. Et ces applications, en fait, il faut les développer. Et c'est là où, en fait, côté Microsoft, on a une offre qui s'appelle la Power Platform, qui va vous permettre d'aller créer très rapidement des applications en mode no-code, low-code. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut énormément faire de code dans la Power Platform, mais l'idée, c'est de pouvoir très rapidement mettre en œuvre ces applications. J'ai un utilisateur métier qui on lui dit, voilà, j'ai un problème business en fait à résoudre, et du coup, il me faut une application. Et cette application-là, je vais pouvoir la créer avec la Power Platform. Alors, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs briques. La première, c'est de faire une petite application qui est une application, on va l'appeler web en fait, parce qu'elle fonctionne sur mobile. On a un connecteur mobile qui va permettre d'avoir son application directement disponible sur son téléphone, mais elle sera aussi, de la même façon, en langage open source, en fait, directement mise sous forme d'application web. Ça veut dire que très rapidement, je dirais en moins d'une heure, on peut créer son application. On va le voir dans quelques slides, en fait, un exemple d'application très simple, qu'on va bien entendu pouvoir ensuite enrichir en termes d'UI, mais qui va pouvoir, quand on ne connaît pas la plateforme, en moins d'une heure, on est capable d'avoir cette application. On va lui demander d'aller chercher un connecteur, en utilisant un des connecteurs, aller chercher un modèle qui se trouve sur SaaS, et du coup, une fois qu'on a ce modèle-là, on va aller pouvoir récupérer toutes les informations qui vont bien, un score de fraude, un score de scoring, qui va permettre d'aller faire travailler cette application. Donc c'est vrai qu'on va avoir les Power Apps qui font ces 10 applications. On peut automatiser des flux avec Power Automate qui vont pouvoir aller chercher de l'information directement en s'appuyant justement sur ces types de connecteurs. On va pouvoir faire de l'insight, en fait, de voir un peu nos données avec du Power BI, sur lesquelles d'ailleurs on va pouvoir avoir des actions. Ce n'est pas que du reporting, en fait, c'est vraiment interagir et donc utiliser Power BI pour gérer nos données. Et bien entendu, ça s'intègre aussi avec Microsoft 365 et on peut le faire bien entendu avec de l'Excel puisqu'on sait que beaucoup de personnes font des prototypes, par exemple sur Excel. Donc peut-être qu'on peut, Mathias, présenter un petit peu un exemple d'application qui ont été développées très rapidement. Et donc qu'est-ce que tu pourrais nous en dire ? Alors c'est un exemple d'une application mobile qui a été faite en Power Apps pour gérer des
des rendez-vous dans un centre de vaccination. Ici, le patient, il a rentré son nom, il a rentré son numéro de patient et donc en cliquant, il peut avoir, donc, il y a un flux automatique du côté du Power Apps qui va se mettre en route. Donc, il y a la donnée qui vient dans l'application et vous voyez, il y a un flux qui a été produit. Donc, l'étape prochaine, c'est qu'on va faire appel à ce Decisioning Connector, donc il va faire appel à le service SaaS pour exécuter le Decision Flow. Alors le Decision Flow, donc vous voyez qu'il y a le connecteur qui est là entre les deux et chez SaaS, il y a un microservice qui s'appelle le Micro Analytics Server qui lui va exécuter le flux et donc il y a ça, là il y a la logique dont j'expliquais, il fait d'un côté appel à un modèle analytique, il peut le combiner avec un règle métier et à la fin, donc ce qui va retourner, c'est dans ce cas-ci, ce sont des dates possible de rendez-vous et donc il pourra optimaliser aussi bien, il pourra faire une recherche dans une base de données pour avoir plus d'informations sur le patient spécifique, mais à la fin, donc dans ce cas-ci, il va retourner des données dans un format que le connecteur peut après comprendre. Donc là, la donnée, elle revient de nouveau dans le Power Apps, dans le flux ici. L'étape prochaine, c'est que il va convertir ce qui sort là dans un array, il va le mettre dans un string. Après, la réponse est retournée dans le front-end, dans l'application. Et finalement, l'utilisateur, il aura donc des données qui lui parviennent à travers le connecteur de SaaS. Mais sans qu'on sort de cette application, on est resté dans le même outil, dans son outil mobile. Tout ce qui s'est passé d'hier, c'est tout ce qui s'est passé dans le Cloud Azure grâce à toute cette intégration dont on avait parlé. Aussi bien donc, du côté Power Apps qui a fait appel à SaaS. SaaS a fait tout son logique, tout son modèle, tout son modèle analytique et a ressorti donc, des données qui sont là disponibles dans la simple application comme ici, comme l'exemple. Alors moi je trouve que c'est un super exemple et j'insiste vraiment sur le fait que cet exemple-là, quand on découvre la Power Platform, on peut vraiment le développer en moins d'1 heure. Et d'ailleurs, beaucoup moins d'1 heure. Oui, celle-ci, elle a été développée, elle est très simple, bien sûr, mais oui, parce que chez nous aussi, on n'est pas spécialiste dans la Power Apps. Nous, on est spécialiste du côté SaaS, mais malgré, avec des petites explications, on a pu faire cette application très rapidement. C'est ça. Et puis, on se rend compte qu'on va pouvoir aller optimiser l'interface, rajouter des éléments un peu plus sympathiques à afficher. On peut aussi optimiser des fois les réponses qui ont été converties en string, etc. On peut se rendre compte qu'on a un connecteur supplémentaire qui va nous permettre d'aller encore plus vite sur ces étapes-là. Et donc on est dans une philosophie où on va pouvoir enrichir cette application. Elle va pouvoir démarrer très simple et puis on va l'enrichir progressivement. Et puis si on a un nouveau modèle, on va aller pouvoir rappeler ce modèle-là aussi et débrancher le flux de vérification pour aller rajouter cette étape complémentaire qui va vous vraiment apporter de la valeur sur ces applications-là. Donc c'est vraiment super intéressant d'avoir ce type d'application. Mais ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on échange un petit peu sur comment un data scientist et quelqu'un qui, côté métier, vont pouvoir travailler ensemble sur cette construction d'application. Est-ce que toi, tu as... Je pense qu'il y a plusieurs choses ici. Donc, d'un côté, on parlait tout au début de operationalizing analytics. Donc, on cherche de plus en plus des manières à trouver ou à intégrer ce qui sort des efforts analytiques dans des applications métiers. Et pour ça, la Power Platform, pour ça, c'est une opportunité énorme pour avoir accès à des applications très métiers, très orientés métiers, pour résoudre des questions ou des réponses métiers. Il n'y a rien de pire que de faire des très beaux modèles ou de faire des analyses fantastiques qui sont juste là en papier et qui restent dans une étagère et qui ne sont jamais utilisées, qui ne sont jamais mises à la production. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'effort à mettre en production les analyses et les analytics. Il y a tellement de possibilités que parfois, les intégrations, c'est très difficile et c'est aussi quelque chose de très opérationnel. Donc, quand quelqu'un clique un bouton sur l'application, il faut que ça réponde de l'autre côté. Donc, on ne peut pas sous-estimer la complexité des architectures qui sont derrière. Donc, je pense que là, les intégrations qu'ont fait les équipes SaaS et Microsoft ensemble est un travail très, très important et très bien parce que ça, justement, facilite beaucoup
aux gens, les Power Apps developers, aussi bien que les data scientists du côté SaaS, à pas trop s'inquiéter. La plateforme est très stable et l'intégration sont bien faites et robustes pour répondre à ça. Donc ça permet donc vraiment pour chaque développeur, s'il est le citizen developer de la Power App, de vraiment faire un grand focus sur son application et la rendre le plus facile à utiliser, peu importe l'interface, mobile ou autre. Et ça permet aussi du côté de SaaS d'avoir des itérations, des cycles d'amélioration du modèle aussi, d'enrichissement de données, de mise à jour des règles métiers qui sont fort intégrées là-dedans. Donc je pense que c'est une opportunité à la fois pour avoir accès facile à des applications de plus en plus. Hein. Les deux dernières années, on a vu beaucoup des organisations qui se sont mises de plus en plus à la transformation numérique qui, d'un côté, a généré beaucoup de données, mais aussi qui a automatisé beaucoup des processus chez nos clients. Et donc, de plus en plus, il y a le processus qui a démarré avec des apps parce qu'on a compris qu'il faut automatiser, il faut enlever un maximum des tâches manuelles dans les process métiers. Et donc, les Power Apps peuvent très facilement avoir le début d'un certain process qui est déclenché et beaucoup des petites étapes automatiques qui vont déclencher à travers d'autres applications, à travers du côté SaaS ou du côté Azure, qui peuvent déclencher d'autres processus, d'automatiser un maximum. Je pense que c'est grâce à cette collaboration intensive qu'on a pu enlever beaucoup des étapes manuelles, que tout peut se passer beaucoup plus simple, automatisé. C'est ce qui me plaît aussi, c'est vrai que c'est de voir qu'on a nos utilisateurs qui vont pouvoir travailler sur leur solution dont ils ont besoin et ils vont le faire de façon assez fluide. C'est-à-dire qu'on n'est pas effectivement, comme tu l'as dit, dans un modèle qu'on va essayer de mettre en production et on ne va pas y arriver. Et là, en fait, on va avoir le cheminement complet, c'est-à-dire du data scientist qui va créer le modèle, qui va pouvoir échanger avec l'utilisateur business, qui va pouvoir le livrer et le mettre à disposition, qui va directement être utilisé par la Power Platform au travers d'API par exemple. Et donc là, en fait, on va avoir la chaîne complète. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que le modèle a été mis en production et on va pouvoir le consommer, l'utiliser. On est vraiment dans l'actionnable en fait, et c'est ça qui est important et qui est super en fait dans ce type d'intégration. Oui. Je crois aussi que le fait, aussi bien le développeur d'applications que le data scientist, c'est deux métiers assez spécialisés. Et donc, il ne faut pas essayer d'être à la fois développeur d'applications et data scientist fort spécialisé. Il faut que ces deux métiers se rencontrent et avoir une plateforme commune dans laquelle ils peuvent se communiquer et collaborer ensemble et avoir un résultat le meilleur possible grâce à cette plateforme et le fait que c'est le niveau de haute qualité, de robustness, je veux dire, des deux plateformes et l'intégration qui a été faite dessus. Super. Ce que je te propose, c'est de regarder quelques cas d'usage. Oui. Du coup, ça permet de bien fixer effectivement ce qu'on peut faire avec. Oui, donc par exemple, un cas d'usage, ici vous voyez un accident de voiture qui est arrivé, donc ça devient un cas pour les assureurs à un moment. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il faut commencer, en fait il y a un business process du côté de l'assureur, gestion du claim, donc de l'accident. Et donc, en fait, le processus commence au moment d'accident. Donc, de plus qu'on peut donner des applications à l'utilisateur, ici, les conducteurs de voitures, donc de ne pas devoir tout faire en papier, mais de pouvoir faire déjà un processus automatique, digital, qui se démarre là-bas. En prenant une photo, en prenant des photos des plaques, en prenant des photos de l'environnement et de pouvoir rentrer déjà certaines données dans l'application même. Ça peut démarrer un flux beaucoup plus rapide. Les photos peuvent être traitées numériques aussi pour faire des reconnaissances, pour faire des estimations de damage, donc de dégâts. De dégâts, exactement. Donc, pour avoir déjà une première estimation et avoir une idée de quelle est l'action de next step, et qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Est-ce qu'il faut appeler le secours? Est-ce qu'il faut envoyer une voiture de remplacement? Donc, le processus peut être déjà
démarrer par l'utilisateur qui est au début. Donc je pense que c'est un cas important parce que déjà là, il y a des analytiques. J'ai donné l'exemple de reconnaissance des photos, donc les traitements par numérique, par ordinateur des photos. C'est un processus automatique de machine learning qui est derrière. D'autres process sont peut-être des process plutôt classiques en règle métier pour commencer le claims, faire du lookup dans des bases de données et ainsi de suite. Mais donc là aussi, il y a déjà des exemples de cas analytiques. C'est vrai qu'il y a de quoi faire. Hein. On prend effectivement l'exemple d'analyser une photo, mais on peut même aussi, quand le process n'a pas entièrement été industrialisé, dire je vais prendre en photo le constat papier et en fait avec de l'IA, on va pouvoir justement extraire les informations de ce formulaire pour pré-remplir et éviter effectivement une tâche de ressaisie qui est de papier vers l'informatique, qui est fastidieuse. Donc du coup, on peut aussi utiliser ça et en fait, on va pouvoir jouer sur toutes les frictions qu'on peut avoir sur chaque étape d'un processus à ce niveau-là et on va pouvoir la numériser, la digitaliser et la rendre beaucoup plus rapide et donc et aller jusqu'à un remboursement plus rapide des assurés. Oui, et en plus, l'exemple donc la combinaison du cloud Azure avec les traitements des photos est un très bon exemple parce que dans Azure, on a des capacités d'avoir des serveurs avec des hardware, donc de l'infrastructure spécialisée au traitement des images avec des GPU qui sont prévus pour pouvoir faire ça. Pas toute analyse a besoin de ce genre d'infrastructure, mais donc celle qui en a besoin peut démarrer des serveurs spécifiques qui peuvent donner ce service de reconnaissance ou de traitement de photos. L'autre cas d'usage? J'ai l'impression qu'il y a un autre cas d'usage. Alors l'autre cas d'usage, c'est l'idée du rayonnage. Donc le rayonnage, donc il n'y a rien de pire que d'être comme consommateur dans un magasin grande surface et de se trouver devant des étagères qui sont vides. Notamment le début de cette crise, on a vu la pandémie. Plein de personnes ont fait un grand stockage de papier toilette, par exemple, et donc ça a fait certains rayons qui étaient vides. Donc c'est aussi bien pour le consommateur, c'est pas agréable, mais aussi pour le grande surface même, pour gérer ces étagères, c'est quand même important parce que pour eux, c'est une perte de revenus quand les étagères sont vides. Et là aussi, c'est un processus qui peut démarrer dans le magasin même en faisant des inspections des étagères, même avec des photos. On peut reconnaître quelles sont les étagères vides et faire des estimations de stock, de qu'est-ce qu'il faut recommander, comment est-ce qu'il faut optimiser l'espace sur les rayons. Donc le plus rapide qu'on peut démarrer ceci dans le magasin même, l'analytique peut aider à optimiser ce rayon, quels sont les produits dedans, comment est-ce qu'il faut restocker et ainsi de suite. Et l'exemple du papier toilette, en fait, c'est un bon exemple parce que en regardant les rayons qui sont vides, on pourrait dire qu'il nous faut beaucoup plus de papier toilette, mais en fait, en réalité, il n'y a pas eu plus de consommation de papier toilette. Il y a juste que les gens, enfin, le stock a bougé du magasin vers les gens dans leur maison. Et donc, ils n'ont plus acheté des papiers toilettes pendant quelques semaines parce qu'ils avaient leur stock chez eux. Donc, l'analytique pourrait faire une mauvaise prédiction de dire il nous faut beaucoup plus de papier toilette, mais c'est là le règle métier qui a dit non, attention, il y a un seul seuil maximum pour lequel il ne faut pas dépasser. Donc, c'est un cas. Bon, le cas d'usage, c'était, mettons, le rayonnage avec des apps dans les mains des gens qui gèrent les étagères dans les grandes surfaces pour pouvoir démarrer le processus le plus rapide là où ça se passe en fait. Ouais. Non mais effectivement des cas d'usage, il peut y en avoir des centaines, des milliers. En fait ce qui est intéressant c'est de se dire ok, qui est capable de découvrir ces cas d'usage? Et souvent c'est un utilisateur métier qui va avoir besoin de répondre à une problématique. Et en fait, soit il continue à faire quelque chose qui lui prend beaucoup de temps, soit il réfléchit à comment je peux, moi, en tant qu'utilisateur, améliorer mon traitement pour y passer moins de temps. Donc, on a donné les exemples des assurances, on a donné l'exemple du rayonnage. Donc, ça peut être un utilisateur qui se dit, moi, comment je pourrais le faire? Et en fait, il peut y avoir effectivement plein de cas d'usage qui ne vont pas forcément bien fonctionner, mais l'idée, c'est que dès qu'on en trouve un et qu'on essaie de le développer, quand on le fait avec une interface de type low-code, on va pouvoir tout de suite voir si ça répond aux besoins. Et si ça répond aux besoins, on va pouvoir aller un peu plus loin dans une interface qu'on va aller un petit peu plus développer et avoir le produit
qui va vous permettre d'avancer, quoi. Donc, du coup, ce qu'on a proposé en fait en termes de sujet aujourd'hui, c'était comment on va pouvoir aller d'un outil qui va être capable d'aller faire de l'analytique, d'aller utiliser des modèles d'IA pour trouver des informations, sortir des informations des données. Et l'idée, c'est de ne pas se contenter de faire des dashboards, en fait, des tableaux de bord, c'est d'aller jusqu'à quelque chose d'actionnable. En fait. L'idée, c'est vraiment de pouvoir rendre des décisions qui vont être basées sur cette IA. Et voilà, et donc en tout cas, je suis ravi d'avoir fait cette session avec toi, Mathias, parce que du coup, ça nous a permis de voir effectivement comment on allait pouvoir joindre les mondes de l'analytique avec les mondes de la création d'applications, et en utilisant ces informations et pouvoir créer des nouvelles applications de façon très rapide. Donc, merci beaucoup à tous. Merci Mathias Avec plaisir. pour ton témoignage. Et en fait, on vous dit à bientôt. Au revoir. À bientôt, merci.